Julien se figea dans l'ombre de la ruelle étroite de Montmartre. Le cœur battant à tout rompre. Alors qu'il assistait impuissant à l'assassinat d'un homme par un inconnu masqué. Le coup de feu étouffé résonna comme un tonnerre dans la nuit parisienne. Et au lieu de fuir, Julien, paralysé par la terreur, vit le tueur se tourner vers lui. Les yeux froids comme la pierre. Réalisant qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. Cette nuit-là, ce qui avait commencé comme une simple promenade pour évacuer le stress de son cabinet d'avocat se transforma en un cauchemar où sa vie basculait irrémédiablement. Julien rentra chez lui en courant. Les rues de Paris défilant dans un brouillard de panique. Il habitait un petit appartement au 5e étage d'un immeuble haussmannien. Dans le quartier du Marais. Un endroit qu'il avait choisi pour sa discrétion. À 28 ans. Julien était un avocat prometteur. Spécialisé dans le droit des affaires. Avec une carrière en pleine ascension. Mais derrière cette façade de succès se cachait une vie secrète, il était gay. Un fait qu'il gardait enfoui au plus profond de lui. Terrifié par les réactions de sa famille conservatrice et de la société française encore imprégnée de préjugés. Son père. Un ancien militaire. Et sa mère. Une enseignante pieuse. Vivait à Lyon et attendait de lui qu'il se marie bientôt avec une gentille fille pour perpétuer la lignée familiale. Julien avait toujours évité les confrontations. Préférant se noyer dans le travail plutôt que d'affronter ses démons intérieurs. Cette nuit fatidique. Il ne put fermer l'œil. Les images du meurtre repassaient en boucle dans son esprit, l'homme abattu. Un inconnu d'une quarantaine d'années. Vêtu d'un costume élégant. S'effondrant sur le pavé humide. Le tueur. Grand et athlétique. Avait ramassé une mallette que la victime portait avant de disparaître dans l'obscurité. Julien se demanda s'il devait appeler la police. Mais si le tueur l'avait vu distinctement? Son visage? Illuminé par un réverbère lointain. Avait-il été exposé? La peur le rongeait. Le lendemain matin. Il se rendit au travail comme si de rien n'était. Mais son esprit était ailleurs. Dans son bureau surplombant la Seine. Il consulta frénétiquement les nouvelles en ligne. Rien sur un meurtre à Montmartre. Était-ce une hallucination? Non. Le sang sur le sol était réel. Il en était certain. En fin d'après-midi. Julien décida de retourner sur les lieux. La ruelle était nettoyée. Pas une trace du crime. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme l'aborda. « Vous avez vu quelque chose hier soir ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. L'inconnu était d'une trentaine d'années. Aux cheveux noirs et aux yeux perçants. Vêtu d'un manteau en cuir qui lui donnait un air d'artiste bohème. Julien nia. Le cœur serré. Mais l'homme insista, « Je m'appelle Alexandre. Je suis journaliste freelance. J'enquête sur des affaires louches dans ce quartier. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Ça pourrait vous sauver la vie. » Julien hésita. Alexandre semblait sincère. Mais pouvait-il lui faire confiance? Ils s'assirent dans un café voisin. Et Julien, sous la pression, avoua ce qu'il avait vu. Alexandre écouta attentivement, notant chaque détail. Cet homme que vous avez vu mourir, c'était un informateur. Il travaillait pour une organisation corrompue impliquée dans la politique locale. Le tueur fait partie d'un réseau puissant. Vous êtes en danger. Julien sentit un frisson glacé le traverser. Alexandre proposa de l'aider, expliquant qu'il avait des contacts dans la police. Mais Julien refusa, terrifié à l'idée d'être impliqué davantage. Rentré chez lui. Il reçut un appel anonyme, « Oubliez ce que vous avez vu. Ou vous serez le prochain. »
La voix était déformée. Menaçante. Julien paniqua. Il contacta Alexandre via le numéro qu'il lui avait donné. « J'ai besoin d'aide » murmura-t-il. Alexandre arriva rapidement. Et pour la première fois, Julien se sentit moins seul. Ils passèrent la soirée à discuter. Alexandre révélant qu'il avait perdu un ami dans une affaire similaire. Ce qui l'avait poussé à enquêter. Julien, touché par sa vulnérabilité, se confia un peu sur sa vie personnelle, évitant toutefois le sujet de sa sexualité. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Julien remarqua des ombres suspectes près de son immeuble. Alexandre insista pour qu'ils se voient régulièrement, prétextant la sécurité. Lors d'une de ces rencontres, dans un parc du Luxembourg, Alexandre posa une main sur son épaule. Un geste innocent qui fit naître en Julien une étincelle inattendue. Il se retira brusquement, confus par ses sentiments. Alexandre, percevant son trouble, ne dit rien. Mais Julien sentit une connexion naître. Une attirance qu'il n'avait jamais osé explorer. Bientôt, les menaces s'intensifièrent. Julien trouva sa voiture vandalisée, avec un message gravé, « Silence ou mort ». Il confronta Alexandre, « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Alexandre avoua qu'il était lui aussi impliqué plus profondément qu'il ne l'avait dit. Il avait été l'amant de l'informateur assassiné. Une relation secrète qu'il avait brisée. « Je suis gay. Julien. Et je sais que vous l'êtes aussi. Je l'ai vu dans vos yeux. » Julien recula. Choqué. Comment avait-il deviné? La révélation le plongea dans un tourbillon d'émotions, soulagement, peur, colère. Il accusa Alexandre de manipulation. Mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Cette confrontation marqua le début d'une alliance fragile. Julien accepta de collaborer avec Alexandre pour rassembler des preuves contre le réseau corrompu. Ils passèrent des nuits à fouiller des documents, à contacter des sources anonymes. Pendant ce temps, la famille de Julien, sentant son stress, l'invita à Lyon pour un week-end. Il refusa, prétextant du travail. Mais sa mère insista, « Tu as l'air épuisé. Et quand vas-tu nous présenter une fiancée ?» Ces mots ravivèrent ses conflits intérieurs. Était-il prêt à affronter sa vérité? Alexandre, de son côté, luttait avec ses propres démons. À 30 ans, il avait été rejeté par sa famille bourgeoise de Bordeaux quand il avait fait son coming out à 20 ans. Depuis, il vivait en solitaire, se jetant dans des enquêtes dangereuses pour combler le vide. Julien représentait pour lui une chance de connexion réelle. Mais il craignait de le blesser. Une soirée, alors qu'ils étaient chez Alexandre, un appartement atelier rempli de toiles inachevées, Julien craqua. « Je ne peux plus vivre comme ça, dit-il, les larmes aux yeux. Alexandre le serra dans ses bras. Un geste de réconfort qui se transforma en un baiser hésitant. Julien se retira, paniqué. « Je ne suis pas prêt. » Alexandre respecta son espace. Mais le lien était scellé. La tension montait. Ils découvrirent que le réseau était lié à un politicien influent, impliqué dans des scandales de corruption. Julien, en tant qu'avocat, utilisa ses compétences pour décrypter des contrats suspects. Mais le danger se rapprochait. Une nuit, alors qu'ils rentraient d'une rencontre avec un contact, ils furent attaqués par deux hommes masqués. Alexandre, avec une agilité surprenante, les repoussa. Mais Julien fut blessé légèrement au bras.
À l'hôpital. Julien mentit à la police, craignant les représailles. Cet incident renforça leur détermination, mais aussi leur proximité. Julien commença à questionner ses choix, valait-il mieux se taire et survivre? Ou risquer tout pour la justice? Les semaines suivantes furent un engrenage de peur et de révélations. Julien et Alexandre se cachaient, changeant souvent de lieu de rendez-vous pour éviter d'être suivis. Julien avait pris un congé forcé de son cabinet, prétextant une fatigue accumulée. Mais en réalité, il ne pouvait plus se concentrer sur ses dossiers. Chaque bruit dans la rue le faisait sursauter. Chaque appel inconnu le glaçait. Alexandre, plus expérimenté dans ce monde sombre, le guidait, mais il portait lui aussi le poids de ses erreurs passées. J'ai trahi mon ancien amant en le poussant à témoigner, confia-t-il un soir, assis sur le balcon de son appartement, une cigarette à la main. Il est mort à cause de moi. Julien posa une main sur la sienne. Un geste qui les surprit tous deux. Pour la première fois, il se permit de sentir cette attirance sans la repousser immédiatement. La pression familiale s'intensifia. Le père de Julien, un homme rigide aux idées conservatrices, appela pour annoncer sa visite à Paris. Il est temps qu'on parle de ton avenir, dit-il d'un ton autoritaire. Julien paniqua. Comment expliquer sa vie chamboulée? Il invita Alexandre à dîner chez lui, comme un ami, pour avoir un soutien moral. La soirée fut tendue. Alexandre, charismatique, charma les parents avec des anecdotes sur l'art parisien. Mais Julien sentait le regard scrutateur de son père. Plus tard, seul avec son fils, le père lâcha, c'est Alexandre. Il est un peu efféminé. Non. Fais attention à tes fréquentations. Julien défendit Alexandre. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Cette confrontation raviva ses doutes, était-il prêt à sacrifier sa famille pour une vérité qu'il avait si longtemps niée? Pendant ce temps, leur enquête progressait. Ils contactèrent une source anonyme. Une femme qui avait travaillé pour le politicien corrompu. Elle leur fournit des documents prouvant des pots de vin et des liens avec des organisations criminelles. Mais la rencontre tourna mal, la source fut arrêtée juste après. Et Julien reçut un message, vous êtes les prochains. Alexandre proposa de fuir Paris. Mais Julien refusa. Je ne peux pas abandonner maintenant. C'est ma chance de faire quelque chose de bien. Leur relation évoluait subtilement. Des regards prolongés. Des touches accidentelles. Une complicité naissante. Une nuit. Après une dispute sur les risques, Julien embrassa Alexandre impulsivement. Ce fut un moment de vulnérabilité pure. Sans mots. Juste l'acceptation de ce qu'il ressentait. Mais le lendemain, Julien regretta. Terrifié par les implications. Et si ma famille l'apprend? Et la société? Alexandre, patient, répondit, l'amour n'est pas un crime. Julien. C'est la peur qui nous tue. Les conflits intérieurs de Julien s'amplifiaient. Il se rappelait son adolescence à Lyon, où il avait étouffé ses premiers sentiments pour un camarade de classe, craignant le rejet. La société française, malgré les avancées légales comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Julien se sentait piégé entre son devoir filial et son identité. Alexandre, lui, avait payé le prix de son authenticité, exclusion familiale, solitude, mais aussi une liberté intérieure. J'ai choisi de vivre vrai. Même si ça fait mal, dit-il. Julien enviait cette force, mais craignait le coup.
Bientôt. Une trahison inattendue surgit. Un ami de Julien. Un collègue avocat qu'il croyait fiable. Le contacta pour une aide. Julien lui confia partiellement l'affaire, cherchant un conseil juridique. Mais le lendemain, leur cachette fut attaquée. Alexandre fut blessé. Une entaille au bras lors d'une fuite précipitée. « Ton ami nous a vendu » grogna Alexandre. Le regard dur. Julien, effondré, confronta son collègue, qui avoua avoir été menacé par le réseau. Ils savent pour toi. Julien. Pour ton. Orientation. La révélation frappa comme un coup de poignard. Non seulement sa vie était en danger, mais son secret aussi. Il se sentit trahi au plus profond, questionnant toutes ses relations. Alexandre, convalescent, insista pour continuer. Ils décidèrent de porter les preuves à un procureur de confiance. Mais en route, ils furent pourchassés. Une course-poursuite dans les rues de Paris. Slalomant entre les voitures. Le cœur battant. Ils s'échappèrent de justesse, se réfugiant dans un hôtel discret. Là, Julien craqua complètement. Pourquoi tout ça? Pourquoi je me bats? Alexandre le serra contre lui. Pour nous. Pour une vie sans mensonge. Leur lien se renforça. Mais Julien savait que chaque pas en avant signifiait un risque accru. La famille de Julien, alertée par des rumeurs au cabinet, débarqua à l'improviste. Sa mère, les yeux rougis, l'accusa. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de danger? Et c'est Alexandre. Qui est-il vraiment? Julien, acculé, avoua une partie de la vérité sur le meurtre, mais omit leur relation. Son père explosa. Tu te mets en péril pour des bêtises. Rentre à Lyon. On s'occupera de toi. Julien refusa, affirmant son indépendance pour la première fois. Cette rébellion marqua un tournant. Mais elle creusa un fossé. Tu nous déçois, murmura sa mère en partant. Julien pleura seul, réalisant le prix de ses choix. Alexandre, sentant sa douleur, proposa un plan audacieux, infiltrer une soirée du politicien pour obtenir des preuves irréfutables. Julien hésita, conscient des dangers, mais accepta. Déguisés, ils entrèrent dans la villa luxueuse en banlieue parisienne. L'atmosphère était tendue, pleine de sourires faux et de murmures conspirateurs. Ils surprirent une conversation incriminante, enregistrée discrètement. Mais ils furent repérés. Une alarme retentit, et ils fuirent sous les balles. Alexandre protégea Julien, prenant une égratignure. De retour en sécurité, Julien remercia Alexandre d'un baiser passionné, acceptant enfin ses sentiments. Pourtant, le doute persistait, valait-il mieux tout abandonner pour leur amour naissant? Le climax approchait inexorablement. Avec les preuves en main, Julien et Alexandre contactèrent le procureur. Mais avant la rencontre, une nouvelle menace surgit, la famille d'Alexandre, qu'il avait coupée depuis des années, fut contactée par le réseau corrompu. Son frère, un homme d'affaires influent, l'appela « Arrête tes folies, ou on te coupe définitivement ». Alexandre, blessé, confia à Julien « Ils m'ont rejeté pour qui je suis. Maintenant, ils utilisent ça contre moi ». Julien, empathique, partagea ses propres luttes familiales. Cette vulnérabilité mutuelle approfondit leur lien, transformant leur alliance en une relation profonde.
marqué par des moments de tendresse volés au milieu du chaos. Julien décida de confronter sa famille une fois pour toutes. Il se rendit à Lyon, laissant Alexandre à Paris pour finaliser l'épreuve. Chez ses parents, l'atmosphère était glaciale. « Pourquoi te mets-tu en danger ?» demanda son père. Julien, le cœur lourd, avoua, parce que j'ai vu un meurtre. Et je ne peux pas me taire. Et il y a quelqu'un qui m'aide. Alexandre. Sa mère fronça les sourcils, un ami. Julien respira profondément. Plus que ça. Je suis gay. Maman. Et je l'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père explosa, c'est une abomination. On t'a élevé mieux que ça. Sa mère pleura, murmurant des prières. Julien argumenta, expliquant ses années de souffrance intérieure. Les pressions sociétales. Les choix moraux qu'il avait faits. Mais ils le rejetèrent, le chassant comme un paria. Ne reviens pas tant que tu n'as pas changé, cracha son père. Julien rentra à Paris brisé, mais libéré d'un poids. Le prix était élevé, la perte de sa famille. Mais il avait choisi l'authenticité. Alexandre l'accueillit avec compassion. Tu as été courageux, dit-il. Ensemble, ils affrontèrent le procureur. La remise des preuves fut tendue, avec des gardes armés. Le procureur promit une enquête, mais avertit, vous êtes des cibles. Disparaissait un temps. Julien et Alexandre se cachèrent dans une petite maison en Provence, prêtée par un ami. Là, loin du tumulte parisien, leur relation fleurit. Des promenades dans les vignes. Des discussions tardives sur la vie. Les regrets. Julien questionna, et si on avait tout ignoré? Aurions-nous été plus heureux? Alexandre répondit, non. Parce que la vérité nous ronge de l'intérieur. Mais le calme fut de courte durée. Le réseau, sentant la menace, lança une offensive. Une nuit, des intrus forcèrent la porte. Alexandre et Julien se défendirent, utilisant des objets improvisés. Alexandre fut frappé, tombant inconscient. Julien, dans un sursaut de rage, neutralisa un assaillant et appela les secours. À l'hôpital, Alexandre se réveilla. Faible mais vivant. Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Julien, les yeux embués, répondit, non. C'est toi qui m'as sauvé de moi-même. Cet incident scella leur engagement mutuel, mais aussi leur détermination à témoigner publiquement. De retour à Paris, ils préparèrent leur déposition. Mais une trahison finale ébranla tout. Le procureur, corrompu lui-même, les vendit. Ils furent arrêtés sous de faux prétextes, accusés de fabrication de preuves. En cellule, Julien paniqua, tout est perdu. Alexandre, stoïque, le rassura, pas si on se bat. Grâce à un contact d'Alexandre, un journaliste honnête, l'affaire éclata au grand jour. Les médias s'emparèrent de l'histoire, un avocat et un artiste gay luttant contre la corruption, affrontant préjugés et dangers. La société se divisa, soutien des associations LGBT, critique des conservateurs. Julien reçut des messages haineux, mais aussi d'encouragement. Sa famille, sous les projecteurs, resta silencieuse, augmentant sa douleur. Libérés sous caution, ils affrontèrent le tribunal. Julien témoigna, révélant non seulement le meurtre,
mais aussi son orientation, transformant l'affaire en un symbole de lutte contre les discriminations. J'ai payé cher pour ma vérité, déclara-t-il. Alexandre suivit, exposant sa propre histoire. Le procès fut un tourbillon médiatique, avec des manifestations dehors. Finalement, le politicien fut arrêté. Le réseau démantelé. Mais la victoire était amère. Alexandre perdit son anonymat. Julien sa carrière stable. Ils durent reconstruire, face à une société encore divisée. Les mois suivants furent une période de reconstruction fragile. Julien et Alexandre s'installèrent ensemble dans un appartement modeste à Belleville, loin des regards indiscrets. Julien, radié temporairement du barreau pour conduite imprudente, se tourna vers l'activisme, aidant des associations LGBT à lutter contre les discriminations. Alexandre reprit la peinture, canalisant ses traumatismes en œuvres puissantes exposées dans des galeries underground. Leur relation, forgée dans le feu, devint un pilier de force. Pourtant, les cicatrices restaient. Julien rêvait souvent du meurtre, se réveillant en sueur. Alexandre luttait contre la paranoïa, vérifiant constamment les serrures. Avons-nous fait le bon choix, se demanda Julien un soir, assis sur le balcon surplombant les toits de Paris. Alexandre répondit, oui. Parce que nous sommes vivants. Ensemble. La société française, ébranlée par l'affaire, débattit vivement. Des articles dans Le Monde et Libération soulignaient les progrès, mais aussi les résistances persistantes. Julien reçut une lettre de sa mère, « Je prie pour toi. Mais je ne peux pas accepter. » Son père resta muet. Cette rejection continua de le hanter. Un rappel constant du prix payé. Alexandre, lui, tenta une réconciliation avec son frère, mais fut repoussé. Certains liens sont brisés pour toujours, admit-il. Ensemble, ils naviguaient ces eaux troubles, soutenant mutuellement leurs doutes moraux. Était-il juste de sacrifier la famille pour l'amour? La justice valait-elle la perte de tout? Un jour, une nouvelle menace surgit, un ancien membre du réseau, libéré sous caution, les contacta anonymement, promettant vengeance. Julien et Alexandre, au lieu de fuir, décidèrent de l'affronter. Ils tendirent un piège avec l'aide de la police, capturant l'homme. Cette victoire finale les libéra partiellement, mais souligna la précarité de leur existence. La vie n'est pas un conte de fées, dit Alexandre. C'est une série de choix. Chacun avec son coup. Julien acquiesça, embrassant pleinement son identité. Au fil du temps, leur histoire inspira d'autres. Des jeunes gays les contactèrent, cherchant des conseils sur le coming out face aux pressions familiales et sociétales. Julien organisa des ateliers, partageant ses expériences, les conflits intérieurs, les trahisons, les réveils douloureux. Alexandre illustrait ses récits par ses toiles, transformant la douleur en art. Pourtant, les débats persistaient. Certains accusaient Julien d'avoir manipulé l'affaire pour promouvoir l'agenda gay. D'autres le saluaient comme un héros. La société, en évolution, restait divisée sur les questions morales, le devoir de vérité contre la loyauté familiale, l'amour contre les normes traditionnelles. Finalement, Julien et Alexandre trouvèrent une paix relative. Une promenade au bord de la Seine, main dans la main, symbolisait leur résilience. Ils avaient affronté la mort, la trahison, le rejet, et émergé transformés.
Mais la question planait, dans une société imprégnée de préjugés. Sacrifier sa famille pour vivre authentiquement est-il un choix moralement juste? Ou une trahison inexcusable?